Alors bonjour tout le monde. Déjà merci d'être venu jusque-là, d'avoir fait la route jusqu'ici. Donc pour Laurent et moi, c'était pas très compliqué vu qu'on travaille de l'autre côté, on est tous les deux IBP. Philippe, lui, c'est un peu plus loin, il s'est levé tôt ce matin. Donc il vient d'ITCE Aix-en-Provence. Donc il a fait de la route et comme vous en a parlé Amadou, donc nous aussi on est dans un contexte où on a plusieurs marques. Donc ici on est à la Banque Populaire, donc IBP. Et Philippe travaille pour l'informatique de la Caisse d'épargne, donc le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne. Voilà, donc juste Amadou, il faut que tu me dises, on dit schématique ou schématique? Parce que moi je dis schématique, schématique, ok. Et c'est masculin ou féminin? Ok. Alors nous, on va vous faire un petit retour d'expérience sur la mise en place d'un écosystème Angular. Bon. Ça peut parler de beaucoup de choses, hein. C'était compliqué de trouver exactement ce dont on voulait parler sur ce retour d'expérience. Donc on a axé vraiment sur les choses qui nous paraissaient intéressantes de vous partager. Alors, pour cette présentation, du coup, petit sommaire rapide, on va juste vous présenter un peu le contexte pour que vous compreniez un peu nos problématiques et pourquoi on a fait différents choix. Ensuite, bibliothèque transverse. Bon, comme vous l'imaginez, bien sûr, on est parti sur des bibliothèques, sur des librairies transverses pour ne pas refaire 10 000 fois les mêmes choses. Donc on fera un focus sur comment on organise ces bibliothèques, comment elles sont gérées, quelle est la partie technique. Okay. Et on fera un petit focus sur la gestion des styles parce qu'on a la chance d'avoir Laurent Borzan, aka notre Ronaldinho du CSS, qui nous fera, qui vous montrera un peu comment on gère les styles au sein de bibliothèque. Et après les gros muscles, ce sera pour Philippe, qui parlera industrialisation. Voilà, je vais laisser la place à Laurent. Tu veux ça ou non? Allez, tiens, c'est au plaisir. Donc, merci Benoît pour cette introduction. Je suis officiellement mal à l'aise. Alors du coup, je vais vous parler rapidement du groupe BPCE. Alors très simplement, le groupe BPCE, c'est BP pour Banque Populaire. On parlera des bleus. Et CE pour les caisses d'épargne. Alors autour de ce groupe, on a également d'autres entreprises que vous connaissez sûrement, comme Crédit Foncier ou Banque Palatine. Donc c'est tout ceci qui va former le groupe BPCE. Alors, le groupe BPCE, on va créer des nouvelles applications digitales pour ce groupe. Le fait est que quand on est banque populaire ou caisse d'épargne, il y a des produits, il y a des projets, on aimerait bien les réutiliser. Et du coup, dans ce contexte, on a certaines applications qui sont buildées, en tout cas créées, en ce qu'on appelle marque blanche. C'est-à-dire que à la fois les bleus BP et à la fois les rouges CE vont pouvoir les utiliser. Alors du coup, la BPCE a créé une entité qui s'appelle le dispositif d'accélération digitale nommé 89C3. Alors normalement, vous voyez marqué un peu partout, ici. Et la couleur violette vient tout simplement de l'union du bleu et du rouge. Voilà. Alors la 89C3, cette entité va être chargée de créer du coup les nouvelles applications digitales. Alors ça peut être des applications web et mobiles. Et on aura du coup des projets à la fois B2B comme B2C. C'est-à-dire l'application qui est en prod actuellement comme Credimo. Alors il y a pas mal de développeurs, notamment au fond, qui ont participé activement à leur réalisation. Et également des projets B2B, donc pour les conseillers en agence. Du coup, pour essayer d'harmoniser tout ça, en tout cas pour la partie web, bien entendu, la stack technique Angular a été choisie. C'est-à-dire que dorénavant, tous les projets digital web du groupe seront faits avec le framework Angular. Et afin d'harmoniser tout ça d'un point de vue UX, pour donner une certaine cohérence entre les produits, et du coup, une charte a également été créée, une charte 89C3 basée sur les principes de Material Design. Donc du coup, on est dans un contexte où on est dans un grand groupe, on a plusieurs banques, beaucoup de projets. Et la petite question qu'on s'est posée, c'est comment faire pour factoriser tous ces développements. En fait, on n'a pas envie de redévelopper une fois le même composant bouton et autres. Du coup, pour ça, on a choisi pour la présentation d'opposer deux principes. Alors, il y en a plein, il y a plein de solutions, mais on a choisi d'opposer ces deux. Alors, la première, c'est le partage de composants entre projets. Alors ça, c'est le basique, on va utiliser les capacités d'Angular. Un projet, il promet à créer le composant, il va le fournir aux autres, tout simplement. Et le deuxième, c'est celui qu'on a choisi nous, c'est la bibliothèque transverse. Bibliothèque transverse, comme ça a été présenté
Juste avant, l'idée c'est d'avoir une librairie qui va rassembler tous les composants et les projets vont directement piocher dans celle-ci. Alors, on ne va pas partir dans un grand débat sur quel est le mieux. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque solution. Pour nous, ça a été transverse. Et maintenant, pour vous présenter, on va dire, les points forts qui nous ont fait choisir la librairie transverse, on va prendre le problème à l'envers. On va considérer qu'on fait du partage de composants, on va montrer les limites, et ensuite dire la solution qu'apporte la bibliothèque transverse. Alors le partage de composants, vu comme ça paraît plus simple, plus rapide, moins cher, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'équipes spécifiques, pas de projet, pas de gestion supplémentaire. En fait, tout simplement, les projets se partagent les composants. Du coup, premier point, le côté charte graphique, le côté style. Alors, on va raconter une petite histoire. Donc le projet A, il a créé un superbe composant d'authentification, login mot de passe, dans une dialogue. Prendre le projet B, on va prendre un développeur au hasard, on va l'appeler Philippe. Alors Philippe, il est tout content, il a sa dialogue d'authentification, il ne va pas être obligé de la redévelopper. Donc du coup, il la récupère, il la met dans le projet, ok, ça build, miracle. Il lance son application, et là, c'est le drame. C'est le drame, pourquoi? Parce qu'en fait, Philippe s'aperçoit qu'il y a de petites incohérences de style. Au niveau de la charte, au niveau des couleurs, c'est pas tout à fait pareil. Et surtout, en fait, sa dialogue, ça s'affiche pas tout à fait comme il faut. En fait, il y a des parties de son application qui restent par-dessus. Il y a typiquement un problème de ZenIndex. Du coup, Philippe, qui adore le CSS, il se prend la tête pendant des heures à essayer de trouver pourquoi sa dialogue ne veut pas s'afficher correctement. Et au bout de longues heures, il trouve enfin le fameux ZenIndex, au nombre, comment dire, quasiment illisible, qui résout le problème. Bref, avec tout ça, il s'aperçoit qu'il y a des problèmes au niveau des variables, des couleurs, des animations, etc. Du coup, pour nous, avec une librairie transverse, en fait, on va avoir des règles de style communes. On va éviter ce côté ZenIndex, on va pouvoir les diffuser entre les projets. On va créer des composants UI communs, les projets les récupèrent directement. On va avoir une implémentation unique de la charte, parce que même s'il y a une charte qui est très précise, en fait, chaque projet va avoir des cas particuliers ou une interprétation de celle-ci. Avec une implémentation unique, on s'assure d'avoir vraiment une harmonie. Et enfin, un des points les plus importants, c'est administrer un système de variables. Du coup, au niveau de transverse, on va administrer tout le système de variables au niveau des couleurs, des grilles, des dimensions et des animations. Autre point, même principe. Cette fois-ci, les versions d'Angular. Philippe récupère le composant, et cette fois-ci, ça ne build pas, et il obtient le fameux message d'erreur d'Angular complètement incompréhensible. Et il s'aperçoit au bout d'un moment qu'en fait, il y a des problèmes de version, tout simplement. Ce problème de version, ça peut vite devenir une vraie problématique. Imaginez un grand groupe, beaucoup de projets. Là, on est en Angular 7. Dans 2 ans, on sera en Angular combien, je ne sais pas. 12, 13. Et au bout d'un moment, ça peut vraiment avoir un parc applicatif très complexe. En tout cas, la maintenance sera très complexe, parce que vous aurez beaucoup de versions. Du coup, avec une bibliothèque transverse, on va encourager une maintenance de ces versions d'Angular. Comment? En fait, on va déprécier des précédentes versions. En fait, on a fait le choix sur transverse de garder 2 versions majeures d'Angular. C'est-à-dire que les projets, automatiquement, ils vont souhaiter monter de version pour continuer à utiliser les capacités de transverse et les nouvelles fonctionnalités. Ensuite, les browsers et devices. Là, pareil, Philippe récupère le composant. Cette fois-ci, sa build, ça s'affiche bien. Il est sur Chrome Desktop. Et en fait, il commence à changer de résolution. Et là, ça passe pas. Pourquoi? Parce que le projet A, il a fait son composant que sur Chrome Desktop. Et Philippe, lui, il a tous les browsers et IE et toutes les résolutions. Du coup, on a le même problème, un partage de composants entre projets avec le problème de scope de browser et device. Du coup, pour nous, transverse, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau groupe, on a défini un scope de browser et device et on va faire en sorte que tous les composants, les services et autres développés au niveau de cette bibliothèque transverse
garantira un bon fonctionnement sur ce scope-là. Ensuite, on va dire le petit bonus, c'est que les projets pourront, on va dire, évoluer plus facilement. On va dire qu'un projet qui utilise beaucoup de composants transverses, s'il a envie de passer sur un nouveau browser, une nouvelle résolution, il aura comme refactor que la partie de ses propres composants. Il ne devra pas en plus s'occuper de la librairie. Et enfin, le dernier point, les services groupes. Alors, Transverse, nous, on va l'utiliser pour fournir des services d'authentification, de gestion de log, d'analytics. Le même principe, l'avantage de l'avoir sur une librairie Transverse, c'est que, par exemple, pour l'authentification, on va gérer tous les moyens d'authentification du groupe. C'est-à-dire qu'un projet, il n'aura pas de question à se poser. Il va récupérer la brique d'authent et il saura que son moyen d'authentification est là-dedans et que ça fonctionnera. Du coup, pour nous, Transverse, c'est tout simplement l'harmonisation. En termes de style, pour tout ce qui est charte, en termes de version, en termes de browser et device, et ainsi que des services. Du coup, ça nous permet d'avoir un certain gain en termes du X concernant les styles. Maintenance, parce qu'on a moins de versions, on va dire qu'on a un parc applicatif avec un scope réduit de versions d'Angular. Et enfin, la compatibilité au niveau du scope de browser et device. Voilà, je vais vous laisser maintenant avec Benoît qui va vous présenter plus en détail ce qu'on fait sur cette librairie Transverse. Merci Laurent. Du coup, Laurent vous a expliqué pourquoi on faisait des librairies transverses. Maintenant, on va voir comment ça marche les librairies, comment on les gère, etc. sur l'aspect technique et organisationnel. Alors, pour rappel, les bibliothèques, on en a beaucoup. On va en avoir qui vont faire juste de l'application de la charte 89C3, donc des composants graphiques et la gestion des thèmes. Et puis, on va en avoir des plus techniques, fonctionnelles, sur l'authent, gestion des logs, analytique. Donc, comment ça marche ? Eh bien, dans un premier temps, qu'est-ce que les besoins arrivent au fil de l'eau, hein. On veut d'abord avoir des premiers composants. Donc, on a créé une première librairie qu'on a hébergée toute seule, bien sûr, sur Bitbucket avec un seul Git. On a continué. Deuxième librairie qui arrive. Pareil, on reproduit le schéma. Et voilà. Donc, on se retrouve avec beaucoup de libs sur plein de repos différents. Et donc ça, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique du coup que chaque bibliothèque gère sa propre version, et donc le changelog qui est associé, gère ses dépendances, donc ses dépendances à Angular, ce qui fait que quand on veut monter Angular sur une lib, enfin, quand on veut maintenir Angular, il faut le monter sur toutes les libs, et gère sa documentation, donc plein de documentation pour toutes les librairies. Donc on a travaillé comme ça pendant 1 an, jusqu'au jour où on a commencé à avoir un graphe de dépendance qui devenait un peu compliqué. Bon, ça va, pas non plus la folie, mais ça commençait à devenir compliqué. Compliqué pour les personnes qui maintiennent ces libs, parce que tout simplement, il y a des dépendances qui se créent, donc quand on veut faire une modification sur l'un, il faut la tester sur l'autre, il faut la livrer et la tester là, donc c'est un peu pénible. Compliqué pour le maintien des versions d'Angular, et surtout c'est compliqué pour toutes les équipes projet. Donc pour savoir, vu que chacun a ses versions différentes, c'est compliqué pour savoir quelle version je dois utiliser et avec laquelle. Donc je prends un exemple, celle-là, si je veux l'utiliser en 2.0.0, donc c'est des nombres au hasard, potentiellement, pour que ça marche, peut-être que ça marche qu'avec la 3.2.1 de celle-là, peut-être qu'avec la 1.2.0 de celle-ci, et la 1.5.4 de celle-là. Et sinon, ça ne marche pas. Et par-dessus tout ça, il y a Angular, et peut-être que ça marche qu'avec la version 6 d'Angular. Donc ça, c'est pénible pour les développeurs, parce qu'on ne sait jamais quelle version utiliser des librairies. Donc les gens s'énervent, voilà, ils cassent des ordinateurs. Enfin, ou cassent les gens qui développent les libs. Voilà. Et donc, on fait un retour 1 an en arrière, vers mars, février-mars, on avait déjà découvert NX et on s'est dit, bon, allez, on se lance. Parce qu'à l'époque, c'est les premiers à proposer cette approche monorepo qu'a présenté Amadou juste avant. Donc c'était version 5 d'Angular, donc les monorepos sont arrivés en version 6 sur le CLI. Voilà. Merci, je sais. Et donc NX est compatible avec la CLI d'Angular. Donc comment ça marche? C'est tout simple, toutes les libs qu'on avait séparées, on les met tous au même endroit. Et on n'a une seule gestion de Git et hébergée sur le même Bitbucket. Donc quand on veut récupérer toutes nos libs, on fait un seul Git clone, c'est déjà mieux. Qu'est-ce que ça change ça change beaucoup de choses. Ça change que maintenant toutes nos librairies ont la même version.
donc beaucoup plus simple à s'y retrouver pour les équipes projet. Et ce qu'on a fait, c'est que pour faire simple, pour simplifier la vie, donc la version majeure de nos librairies se calque avec la version majeure de Angular. De Angular. Donc tous les 6 XX sont basés sur les V6 d'Angular. Donc même dépendance pour tout le monde. Donc un seul package JSON, effectivement. Un changelog unique, donc c'est plus simple, on a un seul point d'entrée et une seule documentation, pareil. Donc si on revient sur le graphe, on va reprendre l'exemple, si je veux utiliser la 6.2.0 de celle-là, elle marchera avec la 6.2.0 de toutes celles dont elle dépend, et elle marchera avec une version 6 d'Angular. Donc c'est beaucoup plus simple à s'y retrouver pour les projets. Juste pour continuer sur les features d'NX, donc NX était précurseur des monorepos. Angular en V6, ils leur ont un peu piqué leur idée. Donc du coup, ils sont diversifiés un peu quand même. Ils ont fait d'autres choses. Maintenant, ils proposent, par exemple, de configurer automatiquement des projets avec Jest. Donc Jest qui est une alternative à Karma pour gérer les tests unitaires. Pareil pour Cypress, qui permet de gérer les tests end-to-end, donc une alternative à Protractor qui est en native avec la CLI d'Angular. Donc ça, c'est configuré automatiquement. C'est pas très compliqué, mais au moins il le propose. Il propose de générer aussi un graphe de dépendance. Donc le graphe que je vous ai montré juste avant, donc c'est généré avec NX. Il propose aussi de rebuilder et retester uniquement ce qui est affecté par un commit ou par un fichier. Ça, c'est sympa. Bon, on ne l'utilise pas, mais c'est sympa. Et le dernier, qui est vraiment cool par contre, c'est le fait d'imposer des contraintes sur le graphe de dépendance. Donc comment ça marche? C'est avec, voilà. Donc c'est avec sur le fichier tslint.json, on peut dire ma librairie ici qui s'appelle admin, elle va marcher, elle a le droit d'utiliser que shared et que il faut dire elle-même. Voilà, donc ce qui fait qu'à chaque fois que vous ferez des imports d'autres librairies que ces deux-là, il va vous péter à la gueule et vous aurez une erreur tslint. Donc ça c'est pas mal parce que quand on est en monorepo, on peut potentiellement faire des imports d'un peu partout et se retrouver à créer des dépendances qu'on ne voudrait pas forcément. Donc au moins là, il nous permet de ne pas faire de bêtises ou au moins de maîtriser les bêtises qu'on pourrait faire. Ensuite, donc on a tout mis dans un monorepo, maintenant il faut les livrer, toutes ces applis, toutes ces librairies. Donc comment on a géré? Donc l'équipe qui s'occupait de ces librairies, c'est pareil, c'est une équipe agile, donc ils travaillent sur des sprints de 2 semaines au début. Enfin, de 2 semaines. Début sprint, fin de sprint. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces sprints? On fait des fixes, on fait des fits, on fait des fixes, des fixes. Et après on fait des fits encore, un peu plus de fixes, c'est des bugs. Et à la fin, on livre. Sauf que ce petit fixe, c'est un projet qui l'a demandé. Peut-être que ce projet, il a besoin de ce fixe tout de suite. Et là, tu lui dis, non, tu attends la livraison, je ne vais pas livrer juste pour toi. Donc il attend. Voilà, il est content, il attend. Et jour de livraison, il récupère, il est tout content, il implémente sur son projet. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le fixe était tout pourri. Donc tout pourri. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On le met dans le sprint d'après, on refait, et on attend 2 semaines. Donc vous voyez que sur des petits correctifs, en gros, potentiellement, un projet peut se prendre 1 mois dans la vue sur ce fonctionnement-là, pour un petit correctif qui aurait été facile à faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe des sprints de 1 semaine. Logique. Sauf que sprint de 1 semaine, c'est un peu la course contre la montre, et quand on fait trop vite, en général, ça ne se passe pas bien. Donc on perd en qualité, on perd en test unitaire, puisqu'on les néglige. Les PR, on les lit plus rapidement, et la recette, voilà. Donc pour pallier à ça, si on a fait, rien d'exceptionnel, mais on s'est basé un peu sur ce qu'on trouvait sur les librairies NPM qui existaient, on a utilisé les tags NPM. Donc les tags NPM, de base, quand vous faites un NPM install, ça va utiliser le tag latest. Vous pouvez utiliser différentes typologies de tags. Donc là, typiquement, on a notre branche de développement, donc 7xx pour la gestion de version 7, et master pour la production. Donc, début de sprint 1, je fais un premier commit.
Donc là, mon commit arrive, qu'est-ce que je fais? Je crée une version, donc c'est automatisé avec notre CI, bien sûr. On crée une version qui a un nom unique, donc 7.0.0-dev-un timestamp, donc on est sûr qu'elle est unique, et on lui crée le tag next. Ce qui fait que l'autre qui attendait tout à l'heure son commit, eh ben là, il peut l'utiliser directement en faisant npm install @next de sa librairie. Donc on continue, on refait des commits, nouvelle version next, ainsi de suite. Et fin de sprint, on met sur master, et là on livre une version stable. Donc une 7.1.0, cette fois en late test. Okay, on continue sprint 2, c'est pareil, on incrémente, donc 7.1.0-dev, timestamp, et voilà. Donc on reproduit. Et donc on livre en fin de sprint 2 une 7.2.0 en late test. Et donc, comme vous le disiez Laurent tout à l'heure, on maintient deux versions en parallèle, tout simplement parce que il y a des projets qui sont en production et qu'ils n'ont pas le temps de monter en version de suite parce qu'il y a des besoins urgents de production. Donc plutôt que de leur compliquer la vie, qu'est-ce qu'on fait? On propose deux versions en parallèle, on s'est mis d'accord sur ça. Et donc pareil, là on utilise les tags v6-next et v6-lts. Donc pour installer, pour ceux qui ne connaissaient pas les tags, c'est tout simple, npm install, le nom de ma lib, @next pour le tag next, et sans rien pour le tag latest ou @latest, c'est pareil. Doc. Maintenant que c'est livré, il faut documenter tout ça. Donc on a commencé par faire nos documentations avec Compodoc d'un côté. Donc vous connaissez Compodoc, il y en a qui connaissent? Ouais. Donc une librairie faite par un Français d'ailleurs qui permet de générer de la doc automatiquement à partir du code Angular, quoi. Et d'un côté cette doc, et de l'autre côté on a fait une appli de démo pour chacune de nos librairies. Donc on a commencé comme ça. Donc ce qui fait qu'à gauche on a notre doc, et à droite beaucoup d'applis de démo. Donc ça c'est toujours chiant du coup pour les développeurs parce que ils se retrouvent à devoir aller piocher les infos ici pour implémenter un composant qui serait sur l'appli de démo à droite, donc il faut arriver à faire le lien, et surtout ça fait toujours plein de points d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché beaucoup de choses sur internet, on a fouillé, et puis on n'a rien trouvé qui nous allait. Donc du coup, solution maison. Et là, normalement, j'ai pas internet, et ça marche pas. Mais solution de secours. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, c'est bon là? Donc du coup, on a fait une application unique qui rassemble tout. Donc on a toutes nos librairies ici, et ça va servir de point d'entrée unique pour tous les projets qui veulent implémenter des librairies. Donc par exemple, BPCE, Schematics. Voilà, donc on a la doc pour implémenter tout ça, et on peut aller chercher différents composants, donc TextArea par exemple. Voilà, donc on a la doc ici, associée au composant, donc le module si je veux l'utiliser, les inputs, les outputs, et le rendu en live du composant. Donc ça c'est sympa, que je peux utiliser. Et surtout le bout de code derrière qui permet de l'implémenter. Donc HTML, TS. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, sans rentrer trop dans les détails, les librairies qu'on a utilisées pour faire ça, on a utilisé Marked, qui est un parseur de Markdown. Donc on a utilisé des Markdown du coup pour générer notre documentation, enfin les différentes pages de notre doc. J'ai mis les étoiles GitHub parce que Julien il aime bien les étoiles GitHub. Highlight.js qui permet de mettre de highlighter le code JavaScript qu'on montre. Lunaire c'est pour la recherche, donc la recherche que je vous ai montré. Et le Angular CDK, on a utilisé le DOM Portal Host et le Component Portal. Sans rentrer dans le détail, je vous ai mis un article de blog si ça vous intéresse. C'est pour générer dynamiquement les composants qu'on va rendre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a notre doc, il faut aussi un changelog. Donc changelog, au début, ce qu'on a fait, c'est à chaque fin de sprint, pareil, nous aussi on a Confluence.
On a utilisé Confluence et puis on a mis à l'intérieur, on allait chercher toutes les tâches Jira et on mettait un descriptif sur chaque lib. Et puis ça commençait à devenir pénible. Donc du coup, on a automatisé la génération de changelog et pour ça, on s'est basé sur les messages de commit Git. Donc on a utilisé des librairies comme Commitizen, CZ Customizable. Je remercie aux deux au fond qui ont mis en place ça. Conventional changelog qui va du coup s'appuyer sur les messages de commit pour générer un changelog. Câblé à ça, on a un peu de tooling aussi. Donc on a utilisé Husky pour, je vais vous montrer juste après, qui permet d'utiliser des hooks Git, LeanStage qui permet de récupérer ce qui est dans le stage de commit et de faire des actions à ce moment-là. Prettier qui permet de formater le code, on en a parlé, et commitLean qui va checker que les messages de commit sont bien OK. Démo, ouf. Alors, donc pour exemple, vous voyez où il faut faire présentation de mode. Voilà. Donc ici, on a une tâche, on a un script commit ici qui va lancer git.cz. Donc git.cz, c'est Commitizen. Il y en a qui connaissent Commitizen ou pas? Non? Ah, ceux d'Air France. on fait pareil. Donc git.cz, ok. Et ensuite, on a Husky, donc Husky qui est configuré ici, dans lequel on va dire sur les pré-commits, donc avant de faire le commit, on va lancer cette commande, donc LeanStage. LeanStage, c'est configuré via un fichier de config, juste ici, où on dit, sur tous nos fichiers TypeScript qui sont ici, on va exécuter ces commandes-là. Donc on va exécuter tslint, okay, pour vérifier qu'on n'a pas d'erreur lint sur notre commit. On va utiliser Prettier aussi, puis on va rajouter les fichiers dans le stage, une fois modifiés. Et sur le CSS, on va utiliser juste Prettier. Ok, donc je reviens ici, voilà. Et donc Commitizen, donc qui permet de mettre en forme nos messages de commit, est configuré ici, via notamment, on pointe vers un fichier de config, qui va nous donner tout ça. Bref. Donc un petit exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, voilà, ici, tac, tac, tac. On va faire une fonction de merde, pardon. Allez, let titi et un return, c'est nul. Ok, là, le linter, il ne doit pas être content si je fais ça. Donc on va faire git add commit. Donc là, Husky lance son pré-commit. Il lance le tslint et le tslint, il n'est pas content parce que Titi n'est pas réassigné. Il faut utiliser const. Bon, on va utiliser const. Voilà. Et donc, du coup, il nous a empêché de committer quelque chose qui n'était pas bon vis-à-vis du linter. Du coup, on va l'écouter. On va mettre quantity égale I love GDG. Et on va retourner Titi. Et pour vous montrer que Prettier marche aussi, on va faire n'importe quoi. Voilà. Non, add. Donc je recommit. Donc là, on passe le linter. On a passé Prettier. Il check que le message de commit est bon. Il n'est pas bon du coup, parce qu'on ne respecte pas les conventions. Et donc du coup, par contre, il m'a bien reformaté tout comme il faut ici, avec Prettier. Et donc du coup, pour faire des bons messages de commit, ce qu'on utilise, c'est la commande commit, donc yarn commit. Et donc du coup, comment ça se passe? Voilà. Donc du coup, ici, il va nous proposer le type du commit qu'on a. Donc si c'est une feature, un fixe, refactor, etc. Donc on peut le configurer comme on veut. Donc on va dire que c'est une feature. Ensuite, on va définir le scope. Donc qu'est-ce qui est impacté par notre commit? Donc nous, sur les librairies, on a utilisé le nom des libs, tout simplement. Okay. Donc on va mettre n'importe quoi. Allez, ngDetector. Et feature 1.
Donc là, ça va être le message qui va apparaître. Si on veut mettre un message plus lent de commit, on peut. Si on a des breaking change, on peut les noter ici. Et là, on peut mettre les issues associées. Donc en général, on met nos issues. Non, pas Jira, Jira 7. D'accord. Ouais, fiche. Il y en a 16, je crois. Est-ce que vous êtes sûr qu'elles sont toutes utilisées? Oui. Ouais. Vous avez ça ici sur les dépendances d'utilisation? Non, tu veux nous faire ça? Tu peux. Ok. Ouais. Tu peux pas lui donner le micro? Ouais. Ils vont en parler après, ouais. T'es un peu responsable aussi. Alors, Ah, c'est revenu? c'est revenu. Ah, bah cool. Bah, est-ce que je veux committer? Donc là, voilà, on est à la fin, du coup, il nous présente le message de commit qu'il va nous faire. Donc on voit, il nous le met bien comme il faut, les issues en dessous. Et il me demande est-ce que je suis sûr? Ben oui, je suis sûr. Voilà. Et donc derrière, après, il nous lance TS-Lint, etc. Et voilà. Et donc ici, on voit qu'on a bien notre feature 1 qui est juste là. Et dernière chose que je voulais vous montrer, après j'arrête. Ici, donc je vous parlais de changelog automatisé. Donc, ce qu'on a fait, donc du coup, on a une commande changelog ici qui lance conventional changelog. Et on a câblé sur, sur le script version, qui est un script particulier de NPM, puisque quand on fait NPM version, il va nous créer un tag Git. Donc on lance en même temps le changelog. Donc ce qui fait que là, donc on a une 0, 1, machin. Si je fais NPM version, on va faire une 1.0.0. Voilà. Pardon. Donc il nous lance le changelog. Ah, pourquoi ça marche pas? Ah, parce que j'ai déjà... on va faire un autre tag. Allez. Voilà. Du coup, on a le tag qui a été fait. Et si on va voir le changelog, voilà. Donc on a notre 1.0.1 avec notre feature. Et voilà. Et donc c'est décomposé, du coup, classé par fixe et par feature. On retrouve le scope à chaque fois, et le message, et le lien vers Jira, etc. Donc ça c'est sympa. Je laisse la main du coup à Laurent qui va vous parler de sa passion, le CSS. Mais du coup, on va faire un petit sondage. Alors, je vais demander aux gens de lever la main du coup. On va faire 3 niveaux. Ceux qui aiment le CSS, si ça existe. Ceux qui en font, parce que bon, voilà, mais sans plus. Et ceux qui détestent. Alors, question, ceux qui aiment le CSS. Ah, quand même, hein? Je m'attendais à 0. Eh ben, tous ceux qui aiment le CSS, c'est tellement rare que vous avez gagné des goodies. Voilà. Alors, du coup, voilà. Du coup, le niveau intermédiaire, après. Ok, ça va. Alors, ceux qui détestent. Eh, il y a plus de gens qui aiment qui détestent. Je suis assez étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Du coup, je veux bien la télécommande. Elle est là.
Ok, du coup, je vais vous rassurer, je ne vais pas vous parler de CSS à proprement parler. Je vais vous parler un peu, surtout, la gestion de ces styles et un peu des astuces qu'on a trouvées pour gérer tout ça. Alors, la première, bah, c'est tout simplement, on va utiliser le SAS. Alors, le SAS, très rapidement, c'est un préprocesseur qui va servir à générer du CSS. Il va nous apporter certaines fonctionnalités qui vont nous aider dans cette tâche. On peut faire un peu le parallèle avec TypeScript qui va transpiler en JavaScript. Alors ça paraît tout bête, mais c'est important de le noter et de le comprendre pour la suite. En fait, le browser, il ne va comprendre que le CSS et le JS. Retenez ça pour la suite. Ça paraît bête, mais c'est important. Du coup, une des fonctionnalités les plus utilisées de SAS, c'est tout simplement les variables. Les variables, on va les utiliser, on va exposer un fichier au niveau de notre bibliothèque transverse. Ce fichier il va reprendre tout ce qui est typographie pour tout ce qui est font, les animations, que ce soit les durées comme les fonctions d'interpolation, les dimensions, ceux qui sont sur mobile connaissent, hein, on parle de small, xmall, large, xlarge, tout ça. On utilise le même principe, et la grille CSS notamment, si c'est utilisé. Ce fichier de variables, en tout cas ces fichiers de variables, sont donc exposés dans la bibliothèque, mais également au niveau des projets. C'est-à-dire qu'on va permettre au projet de récupérer ces feuilles de style, afin qu'on harmonise en tout cas les composants qui sont faits sur transverse et au niveau des projets pour pas que ça dénote. Du coup, le theming. Alors comme on vous l'a dit, on fait des applications en marque blanche. Alors pour schématiser, on aura des applications bleues pour BP, des applications rouges pour CE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Angular, il va, en tout cas au niveau de la bibliothèque, builder votre composant, que vous le récupérez au niveau de vos nodes modules, vous récupérez qu'un fichier JavaScript et du style CSS. Votre TypeScript et votre SAS a disparu. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de votre projet, vos variables SAS n'auront aucun impact sur les composants qui proviennent de la bibliothèque. Du coup, comment on va faire? Parce que nous, on veut faire du multimarque. On va pas builder n fois le même composant dans chaque marque pour permettre au projet de le réutiliser. On va donc les builder en marque blanche, mais comment faire pour propager ce theming, pour propager notamment les couleurs? Eh bien, la première idée, c'est tout bête, mais ça marche plutôt bien, c'est l'utilisation de classes globales. On va juste utiliser les capacités du CSS. On va demander à ce que le projet implémente certaines classes dans son scope global, pas dans les composants. Les composants dans la bibliothèque transverse sauront que ces classes existent et les utiliseront directement dans leur HTML. Alors, juste pour le cas des couleurs, ça peut faire quand même pas mal de classes globales. Parce que pour la color primary, on peut avoir du background color, du font color, enfin du color, du border color et j'en passe. Donc pour éviter tout ça, on va utiliser cette fois-ci pas une variable SAS, mais une variable CSS qui est plutôt bien supportée par les browsers, qui s'appelle current color. Current color, Igor a déjà fait des talks dessus. C'est très pratique. Alors, ça va s'utiliser comme ça. Du coup, on va fournir au projet un fichier SAS qui contient certaines classes, notamment une classe qu'on appellera global primary color, qui aura la propriété color et qui aura cette variable. Le projet va l'importer dans son scope global CSS. Du coup, ce sera accessible partout dans le DOM. Et au niveau de transverse, on sait que cette classe existe. On peut l'utiliser ici directement dans le HTML. Et ensuite, vu que nous, ce qu'on voulait, c'est pas la couleur de la police en primary, c'était la couleur du background, cette fois-ci, on va faire référence à la variable CSS. En fait, c'est le projet qui, par l'intermédiaire de la propriété color, va nous fournir cette variable de couleur. Du coup, on pourra, avec une seule classe, décliner tout un ensemble de classes pour le theming, en tout cas au niveau des couleurs. Mais c'est bien beau current color, mais ça ne fait pas tout. Des fois, on a des besoins spécifiques, ne serait-ce que pour les logos ou ce genre de choses. Du coup, on va utiliser les mixins. Les mixins, on va les utiliser de cette façon. Alors, est-ce que tout le monde voit ce que c'est une mixin? À peu près. Bon, je vais rappeler vite fait. Très grossièrement, c'est une fonction SAS qui va être exécutée et qui va nous permettre de générer le contenu qui est à l'intérieur. Et on pourra y passer des paramètres qui vont être directement utilisés. Voilà, pour faire simple.
L'idée, c'est que au niveau de transverse, on va fournir de la même façon au projet un SAS avec une mixine. On va lui demander de l'exécuter en lui passant son thème et d'autres variables. Et du coup, ça va déclarer dans le scope global de la même façon des classes qu'on va utiliser dans la bibliothèque transverse. Bon, alors tout ça, c'est quand même assez compliqué. Du coup, si vous avez la chance, au niveau de vos browsers, de pouvoir utiliser les variables, cette fois-ci CSS et non pas SAS, vraiment utilisez-les. Pour nous, ce serait vraiment le top. Pour l'instant, on ne peut pas à cause des compatibilités. L'idée, c'est que cette fois-ci, c'est le projet qui va valoriser ces variables. Et cette fois-ci, vu qu'Angular, quand votre composant est buildé, c'est du CSS, la variable CSS reste. Et donc, la variable pourra impacter, dynamiquement votre composant et du coup le theming. Et ça vous évite tout ce système. Alors, l'autre point, un peu plus de robustesse. Alors, on s'est retrouvé dans des cas où on avait vraiment des composants très gros. On appellera ça quasiment des widgets. Et du coup, c'est au niveau de la bibliothèque transverse. Et ça va faire, on va dire, un grand nombre de composants. Alors, on sait qu'Angular, il a plutôt un système très pratique de sandboxing de style, c'est-à-dire que le style qu'on va écrire à l'intérieur ne pourra pas impacter les autres composants. Bon, à part si vous amusez à utiliser ngDeep ou vous touchez View Encapsulation. Ça, c'est à vous de voir. Mais du coup, du CSS reste du CSS et le HTML aussi. Si dans tous vos composants, en vous disant vous êtes tranquille, vous avez Angular qui vous sandbox les styles, vous mettez la classe container, et bien si le projet au niveau de son scope global définit lui aussi une classe container, ça impactera tous vos composants, quoi qu'il en soit. Du coup, ce qu'on va utiliser, nous, c'est des préfixes. On va tout simplement mettre, par exemple, un trigramme. Alors, Material l'utilise. Souvent, au niveau de ces classes, on a mat, quelque chose. Du coup, ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure lisibilité au niveau du HTML. En fait, pour la maintenance, si vous avez un grand roulement au niveau de vos équipes, au niveau de votre composant, en préfixant vos classes, il va voir d'un coup d'œil les classes qui proviennent de votre composant, des classes qui viennent de matériel et des classes qui viennent du scope global. Ça permet très rapidement, d'un coup d'œil, de voir d'où viendrait le problème. Du coup, nous, ce qu'on a fait sur les composants, on va dire, assez gros, qu'on appellera widget, c'est qu'on a utilisé les capacités de SAS pour définir une variable qui contiendra notre préfixe. On va faire référence à cette variable pour carrément générer le nom de nos classes en utilisant le préfixe devant à chaque fois. Du coup, ça va nous permettre d'avoir cette classe automatiquement générée. Alors pourquoi on a utilisé la variable? Parce qu'au moins on s'assure que on ne fait pas de petites fautes au niveau du trigramme. Et ensuite, vu qu'on a beaucoup de composants, au début on utilise des trigrammes, mais si au bout d'un moment des trigrammes peuvent être similaires, du coup en un coup de main, on le change, en tout cas au niveau du SAS, partout, et ça factorise. C'est quand même pas mal. Le dernier point, alors, on a vu comment, qu'on utilisait du SAS, on a vu comment faire le theming, la robustesse, et maintenant, factoriser ces styles. Alors, il faut faire très attention. Ça paraît tout simple, avec le SAS, on crée des composants Angular. Dans la feuille de style, on importe un fichier, on fait un extend. A priori, tout va bien, ça va builder, il y aura zéro problème. Sauf qu'en fait, votre CSS sera dupliqué dans chaque composant. Alors, ça ressemble à ça. Imaginez, au niveau de votre projet ou bibliothèque, vous avez un fichier un peu de classe utilitaire. Voilà, pour l'ellipsis ou autre. Vous avez vos composants. Vous faites un import classique de cette feuille et vous faites un extend pour récupérer les propriétés. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le composant 1 aura cette classe-là plus toute celle-ci, même s'il fait un seul extend, et le composant 2, pareil. Donc si vous avez le malheur de faire un import de votre grille CSS assez conséquente dans tous vos composants, ça va builder. Mais ça va faire un gros build. Et en plus, ça va dégrader vos performances parce que le browser va devoir réinterpréter n fois les mêmes classes. En gros, pour faire simple, il n'y a pas de tree checking au niveau des classes SAS avec Angular. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on abandonne la factorisation de style? Eh ben non. On a des petites astuces. Alors la bonne idée, en tout cas c'est comme ça qu'on a vu le problème, c'est de se dire, ok, on veut importer une feuille de style,
mais on ne veut pas que ça engendre un excédent de classe et une duplication. Du coup, il faudrait que la feuille de style qu'on importe, si on la génère en CSS, ça ne produise rien. Alors ça, c'est quoi? Par exemple, vos fichiers de variables. Les variables SAS, vous générez en CSS, vous obtenez rien, une feuille vide. Du coup, ça marche bien pour les variables, mais pour les classes. Et bien, pour les classes, on a les placeholders. Alors, c'est pas forcément très connu, les gens utilisent les mixins, moi je préfère les placeholders, pour moi c'est plus adapté. Je vais vous le présenter. Placeholder, c'est pareil qu'une classe. Vous utilisez les mêmes comportements, vous allez juste remplacer le point par un pourcentage, et ça, si vous le prenez tel quel, vous le générez, vous obteniez, enfin en tout cas en CSS, il n'y a rien. La feuille de style est vierge. Du coup, vous pouvez importer en toute sécurité dans vos composants cette feuille de style, faire un extend, et cette fois-ci, le composant, il n'aura que sa classe avec la propriété que vous avez là. Du coup, ça vous fait, entre guillemets, un tree checking pour parler simplement au niveau SAS, avec cette méthode. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, et on va dire vraiment harmoniser, Webpack offre la possibilité de récupérer les variables SAS dans votre TypeScript. Alors, ça peut être pratique, surtout dans un contexte Angular, parce qu'en fait, avec les animations Angular, on va vouloir avoir une certaine homogénéité entre les animations qu'on fait en CSS et celles qu'on fait en Angular, en termes de dimension ou autre. Du coup, avec Webpack, vous allez pouvoir directement dans votre TypeScript récupérer ces variables SAS pour vraiment avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec Philippe, qui attend depuis un moment, pour vous parler de l'Indus. Merci Laurent. Alors, du coup, pendant ces 2 années, on a été dans cet esprit, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, d'automatiser le plus de choses possible et d'industrialiser pour pouvoir livrer rapidement le travail des développeurs. Donc, au tout début, donc ça, on va dire de 2016 à 2017, on avait un seul serveur Jenkins. Est-ce que vous savez tout ce que c'est que Jenkins? À mon avis, oui. Bon, ça va. Où on buildait surtout des applications en Angular 4 et on s'est toujours basé sur Bitbucket. Alors je vous ai mis Slack, mais dès le début, avec Michel, on avait pour ambition de notifier les développeurs, mais ça ne marchait pas à l'époque. Et dès le début, on a distingué, nous, 2 types d'applications à builder. Donc on n'était pas du tout à l'époque de Angular Clive 6 avec les projects, les ci, les ça, mais on a pensé comme eux. On a fait des builds de type application. Donc vu qu'on est dans un contexte où on génère plusieurs applications avec différentes marques, donc on a mis ça en place. Et des bibliothèques. Parce que nous, dès le début, on avait cette volonté, comme vous l'a expliqué Benoît, de réaliser des composants transverses pour que tout le monde puisse les utiliser de la même manière. Et au fur et à mesure, on a utilisé des outils comme ngPackager. Est-ce que vous savez tout ce que c'est que ngPackager? En fait, c'est ce qui est utilisé maintenant par AngularClip pour builder vos bibliothèques. Quand vous faites un ngBuild, en fait, derrière, il utilise ngPackager. Et Fusebox, est-ce qu'il y en a qui font du React ici? Oui. Fusebox, à la base, c'est plutôt un outil pour bundler des applications en React, mais on a trouvé que ça faisait très très bien le boulot pour builder des applications, des bibliothèques full TypeScript. Et du coup, l'avantage, c'est que notre ambition, dès le début, c'était de faire, on va dire, des composants universels. Enfin, un jour, pourquoi pas aller faire fonctionner nos composants Angular en Web Component. Et l'avantage qu'on a utilisé ce type d'outil, c'est que ça peut fonctionner sur des applications qui sont autres que Angular. React, Vue, jQuery, oui, jQuery, messieurs, dames, etc. Et à l'époque, en termes de performance, étant donné qu'on n'avait qu'un seul serveur Jenkins, alors, un projet, donc moi pour mon projet c'est un job Jenkins, donc entre on faisait le checkout du projet, donc sur le Jenkins, un npm install, parce qu'on n'utilisait pas Yarn à l'époque, on n'avait pas le npm CI pour ceux qui connaissent, on faisait une correction syntaxique avec TSLint, on lançait les tests avec Karma,
on faisait les fameuses applications, soit des applications web, soit des bibliothèques, et on déployait ça. Il y avait une vingtaine de projets, mais le problème, c'est que le temps de build durait entre 25 voire 3 quarts d'heure. Et ça pardonnez-moi l'expression, ça cassait les couilles aux développeurs. Et du coup, le problème de ça, en fait, c'était que l'infrastructure qu'on avait au début, sur lequel on buildait les applications, à la base, elle n'était prévue que pour builder qu'une seule application Angular. Donc on l'a surutilisée. Et avec Michel notamment, on a essayé, pas forcément nous les développeurs, mais on a demandé du coup à l'Indus de trouver des solutions. Bon, pour vous illustrer ce que je viens de vous dire, donc là, j'ai pas réussi à retrouver en fait des informations de l'ancien serveur qu'on utilisait, mais c'était un serveur qui faisait à peu près la même chose. Donc là, c'était pour un projet Angular avec une marque. On mettait entre la génération de la doc, les tests, 10 minutes. Donc si on build 4 marques, de 10, on passait presque à 30 minutes. Et du coup, ça devenait de plus en plus lent, juste pour livrer plusieurs applications. Donc maintenant, depuis 2018 à peu près, en fait, on passe par de l'OpenShift. Et comme vous l'a dit tout à l'heure Laurent, la 89C3, on fait aussi des applications mobiles et on fait aussi des microservices Java. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir des plateformes d'intégration en fonction des technos. Donc, on a tout un container dédié à Angular, il y a tout un container dédié à Android, iOS et Java. Déjà, ça permet de... chacun build ses projets de son côté sans impacter les autres projets. L'Indus aussi a réfléchi à comment travailler de manière efficace avec les développeurs. Et du coup, vu qu'on travaille sur des containers Docker, les développeurs ont accès en fait à un Dockerfile. Ce Dockerfile en fait va représenter tout ce qu'il faut pour builder votre application Angular. Par exemple, mettre à jour le Node.js, le Angular CLI, installer Yarn, installer la dernière version d'NPM. Et une fois qu'on modifie ce Dockerfile, qu'on le teste en local sur nos machines, parce que nous on a la chance de travailler sous Mac, on fait ce qu'on appelle des merge requests. Tout ça est hébergé dans un GitLab et derrière en fait, Michel, il n'a plus qu'à vérifier ce qu'on fait, il valide que tout est OK. Et une fois que c'est fait, en fait, il va y avoir un Jenkins qui va générer un nouveau container et être publié pour que nous, derrière, on puisse l'utiliser à chaud sans attendre qu'un Jenkins soit redémarré, etc. L'idée, c'est d'industrialiser, d'automatiser le plus rapidement possible. S'il y a une nouvelle version qui sort, si Node, à la LTS, elle passe à la 10, on fait direct un merge request sur le Dockerfile, on nous le valide, ça build, ça publie. Et on est, même dans l'heure qui suit, apte à builder des applications avec la dernière version de Node. La version LTS au moins. Et ça, en soi, moi, j'ai jamais connu ça encore, d'avoir, par exemple, Angular 7 est sorti, le jour même, on a pu builder des applications d'Angular 7. Donc, voilà. Et même livrer en recette. Donc, ça, en soi, ça nous facilite pas mal le travail. Du coup, il y a eu des gens qui sont venus nous aider. Je pense à Logan, je pense à Erwan, qui sont pas là ce soir. Maintenant, étant donné que le projet sait comment builder son projet, sait comment le paramétrer, en termes d'industrialisation, il y a une abstraction en fait sur les commandes. Plutôt que d'imposer en fait côté Indus, pour builder, on va faire un ng build, la marque tatata. Ils se sont dit non, c'est plus la peine parce que étant donné qu'on utilise des stacks qui évoluent très très vite, on ne sait pas de comment on va être fait demain. Et l'idée c'est plutôt de proposer, on va dire, des paramètres pour dire pour exécuter le build par exemple de Banque Populaire, il faut exécuter telle ligne de commande de mon package.json. Et l'idée, en fait, ici, alors là, je vous ai montré un exemple d'un Jenkins file qu'on a sur un projet.
on a juste à indiquer, on a un tableau par exemple pour le build, on dit voilà la commande à exécuter pour la version Banque Populaire, pour la version CE, en mode intégration continue. Le linter, demain on change de linter, je ne sais pas ce qu'on va prendre. C'est cette commande-là qui permet d'exécuter le linter. Les tests, avant on était sur Kama, maintenant on est en train de migrer sur Jest. Du coup, on a juste à exécuter la commande test CI. Pareil, ainsi de suite. Même pour le déploiement continu, les projets ils sont pas obligés de faire des déploiements continus, très bien. Mais si tu veux faire un déploiement continu, tu te dis sur ma branche développe, je veux que tu me déploies telle application, on utilise XLD et ainsi de suite. Et pareil, pour les notifications Slack, soit par défaut, je le mets dans un channel où il y a toutes les notifications, soit je le mets dans un channel un petit peu plus perso ou channel du projet en indiquant pour notifier quand on a un build en succès ou ce genre d'informations. Donc, pour vous donner une idée et pour répondre en fait à la question de Julien, on avait cette problématique en fait de lenteur de build des applications. Et nous, dès le début, on s'est dit comment on peut paralléliser les builds. Parce qu'en parallélisant, en fait, ça prenait le même temps. Que je build par exemple, si je build une application BP, une application CE, et que ça met 10 minutes, en le parallélisant, on divise le temps par 2. Et du coup, Jenkins a tout un tas de solutions qui nous permettent de faire ça très facilement. Et là, par exemple, c'est sur un projet sur lequel travaille Laurent, et sur lequel travaille aussi l'ancien Laurent qui est au fond ici. On a le build en fait de 4 applications. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré qu'un build sur l'ancien serveur mettait 10 minutes. Là, en 7 minutes, on build 4 applications. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer. Du coup, pour notre fameux projet de librairie transverse, avant, on mettait, honnêtement, pour livrer 2 heures. 2 heures, entre le build, etc., etc. Et en tout, donc on a à peu près une quinzaine de libs. Le RTFM que vous a présenté Benoît, en fait... pardon? Ah bon? Le doc de démo, pardon. La doc de démo, excusez-moi. On n'avait pas encore tout migré des anciennes applications démo. Donc en gros, on a à peu près aussi une vingtaine d'applications, puisqu'elles sont buildées en mode CE, BP, etc., etc. Donc du coup, on se retrouve ici à builder à peu près entre 40 et 50 projets, on va dire. Et de 2 heures, on est passé à 14 minutes 33, avec des tests, avec des déploiements, etc. Donc on a divisé le temps à peu près par 8. Alors la surprise, je ne vais pas pouvoir la présenter, mais en fait j'avais fait un talk il y a un moment avec Igor, c'est la première fois que je faisais un talk de ma vie, et en plus à Toulouse, sur comment industrialiser un projet en moins de 10 minutes. Et je comptais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça en une schématique. Alors pour ça, c'est sûr? Bon, on va essayer de vous la montrer. Ok. Bon. Donc là, en fait, on a généré un projet avec la fameuse commande ngnew, le nom de l'application. Et du coup, je décide en fait de paramétrer ça pour fonctionner sur mon environnement BPCE. Pour ça, je vais utiliser en fait, je vais faire un ngadd BPCE @BPCE schematics. Sans micro, ça marche aussi. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, je vais lancer ma schématique. On va prier le bon Dieu. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'installer un certain nombre de packages. D'accord, dont le projet a besoin. Et en fait, ça va exécuter 2 schématiques en parallèle.
Si, ça va marcher, vous inquiétez pas. Une première schématique dédiée en fait au tooling Git. Tout ce que vous a présenté Benoît, on va le configurer, le paramétrer. Erreur. Pourquoi erreur? Et pourtant, on ne voit pas le... Ouais. Putain. Ah ben voilà. Oui. Ok. Écoute, c'est toi qui as touché, c'est pas moi. Hein. Et c'est pas mon ordi, je tiens à le préciser. Merci Amadou. Tu peux prendre ma place si tu veux. Donc on va recommencer. Donc en fait l'idée c'était que ça, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Amadou, ça va transformer certains fichiers, ça va mettre à jour d'autres, le package.json, de façon en fait à ce que le projet ait suffisamment tout ce qu'il faut pour pouvoir committer correctement. Oui, ok. Je disais quoi du coup? Oui, pour que le projet soit correctement fonctionnel dans notre écosystème. Donc en fait, nous, alors il y a plusieurs choses qui sont mises. Donc déjà, vous voyez qu'on met en place un Sonar Project, parce que le Jenkins, il récupère des infos, par exemple de couverture de code, ce genre de choses. Enfin, ça fait tout un tas d'analyses autour de la qualité. Notre Jenkins file, on leur préconfigure. Donc après, eux, ils n'ont plus qu'à compléter en mettant le nom de leur application. On leur fait même des commandes de build par défaut en mode CI, parce qu'on est gentil, on n'est pas... On leur dit voilà, on vous a préparé le script, donc c'est ici qu'il faut mettre la commande de votre build. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On préconfigure le committee lint, on préconfigure le lint stage, on préconfigure le XCZ-config, enfin toutes les tâches qu'on fait normalement à la main, enfin tout ça se fait automatiquement. Benoît a voulu aller plus loin, proposer certaines choses, mais on ne peut pas vous en parler dans l'immédiat. Il faudrait qu'on ait la validation de Michel. Mais on est très ambitieux pour l'avenir des schématiques chez nous, en tout cas. Elle est où la presse? La presse. Ah non. Hop. Et je crois que j'ai terminé. Je vous remercie de nous avoir écoutés.